Bonjour Béatrice Lebaille, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Béatrice Lebaille, je suis une ophtalmologiste et une des rares ophtalmologistes spécialisée en compensation du handicap visuel, ce qui est une spécialité relativement récente puisqu'elle a été admise par la SFO depuis uniquement 3 ans. D'accord, et vous pourriez nous dire quelle définition vous donneriez de l'aniridie? Alors, l'aniridie, comme ophtalmo, c'est une maladie de l'œil, généralement d'origine génétique, et qui se caractérise par une malformation du segment antérieur de l'œil. Au départ, il y a une malformation. Après, ce qu'il y a d'important à connaître pour les patients et pour les familles, c'est que cette malformation peut entraîner des complications par la suite, et que c'est donc une maladie certes malformative, mais qui était aussi évolutive, avec 2 complications principales, l'une qui porte sur la cornée, sur l'absence de larmes, les petites cellules qui nous manquent dans la racine de l'iris, etc., etc. Et l'autre qui porte sur la survenue éventuelle d'un glaucome qui peut survenir quelques années après. Il faut donc savoir que c'est une maladie qui peut se dépister très très tôt, mais qui doit être suivie pendant longtemps, et par l'ophtalmotraitant, et par des médecins plus spécialisés dans cette filière de soins de l'aniridie, dans des centres de référence, afin de bénéficier au maximum des dépistages, aussi bien pour l'état cornéen que pour le glaucome éventuel, si un jour il survient. D'accord, et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux patients, petits et grands, et aux familles? Alors, on peut dire que dans le suivi, en France, c'est un petit peu compliqué. On a d'un côté les filières de soins avec le suivi sanitaire, avec votre ophtalmo-traitant, les ophtalmos hospitaliers, les centres de référence, où vous allez avoir le suivi médical, on va dire. À côté de ça, vous allez avoir le suivi administratif avec toute la filière administrative. On ne va pas rentrer dedans, mais c'est la MDPH. Et enfin, vous allez avoir le suivi en réadaptation, en compensation du handicap, qui va être très différent selon les âges de la vie. Chez l'enfant de 0 à 20 ans, en France, c'est relativement bien organisé dans ce qu'on appelle des CESAD, des services de soins à domicile, et en gros, il en existe un par département. De 20 à 60 ans, vous vous trouvez en exercice professionnel. Là encore, il existe certaines structures, mais peu de structures dédiées à la réadaptation, en tant que telle, et beaucoup de structures qui vont être liées au monde du travail, AGFIP, Cap Emploi, etc. Et puis, au-delà de 60 ans, il faut savoir qu'en France, il n'existe plus de handicap. Il existe des invalidités, et vous basculez dans le monde de l'invalidité avec des prestations qui sont encore beaucoup plus difficiles à obtenir. Si vous avez des difficultés pour savoir où vous adresser par rapport à la réadaptation visuelle, sachez qu'il existe une organisation professionnelle où on est tous regroupés et qui s'appelle l'ARIBA. Et sachez aussi qu'il existe un numéro vert de la déficience visuelle, 0800 013 010. Vous téléphonez et vous saurez quelles sont les structures de prise en charge, orthoptistes, opticiens, AVGistes, instructeurs en locaux ou structures de soins qui existent près de chez vous. Merci. Et est-ce que vous travaillez avec des associations de patients? Bien sûr. Bien sûr, on va dire c'est le plus important pour nous, c'est la relation avec les patients eux-mêmes, avec les familles et avec les aidants. Moi, je travaille personnellement, comme j'ai en charge essentiellement des enfants actuellement, je travaille avec Généris et donc avec vous et avec d'autres associations de patients, soit pour les enfants, comme la NPEA, comme des associations comme Jeune Espoir aussi, par exemple avec l'albinisme, ou des associations comme DMLA France pour la DMLA. Très bien. Et quel conseil spécifique vous donneriez aux familles pour la scolarité des enfants avec une déficience visuelle et avec l'aniridie? Alors, la scolarisation, d'abord, il faut savoir que actuellement, plus de 95% des enfants déficients visuels qui sont scolarisés le sont en milieu ordinaire. Nous sommes vraiment, on vit la transition inclusive par rapport à la scolarisation, donc pas d'inquiétude, les enfants sont généralement capables de faire une scolarisation tout à fait en milieu ordinaire. Par contre, il faut s'en donner les moyens, et pour s'en donner les moyens, il faut savoir se faire soutenir et accepter de l'aide, soit des services de soins à domicile, soit les aides spécifiques de l'éducation nationale, que vont être
les AVS, par exemple, les auxiliaires de vie scolaire, les AESH, les auxiliaires d'accompagnement des enfants en situation de handicap, ou les soutiens éventuels avec des ULIS, des unités locales d'inclusion scolaire. C'est vrai que c'est toujours compliqué de s'y retrouver entre le soutien qu'il y a dans le médico-social et le soutien qui dépend de l'éducation nationale, parce que les deux vont s'intriquer et se mélanger. Il va falloir que les parents s'y retrouvent dans le projet personnel de leur enfant, et pour cela, généralement, ils sont aidés par l'enseignant référent qui va les accompagner au niveau de la MDPH. Très bien. Et quand on a une anéridie, souvent on a envie de faire du sport. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner pour un enfant qui veut faire du sport? Est-ce qu'il y a des sports qui sont à privilégier ou d'autres à proscrire? Alors, c'est du bon sens. Toutes les familles qui ont vu un anéridie savent de quoi je parle. Hein. On va faire attention à l'éblouissement, on va faire attention à la lumière, on va faire attention à la sécheresse de l'œil, on va faire attention à la poussière, etc., etc. On va mettre un chapeau, on va mettre des lunettes de soleil, on va apprendre à l'enfant à gérer ses différentes paires, etc., etc. Après, est-ce qu'il y a des sports plus interdits? Tout dépend un petit peu de l'état anatomique de l'œil, mais il est certain qu'on ne va pas aller rechercher les sports qui entraînent des chocs directs sur l'œil. Hein, la boxe, et j'ai toujours des adolescents qui me demandent à faire de la boxe, hein, tout ce qui peut entraîner le karaté, etc., vont être contre-indiqués. Certains mouvements à cheval, par exemple, hein, où on peut bouger trop le globe. Par contre, plein de sports sont ouverts si on y fait attention, et surtout il ne faut pas se priver de l'effort physique, parce qu'être en bonne forme physique va aussi vous entretenir l'œil. Alors, il existe des fiches spécifiques sport par sport hein, qui vont être publiées par la SFO et qui sont actuellement disponibles essentiellement dans un service qui est dans le 92, hein, qui s'appelle le SIAM 92, mais sachez que ça existe. D'accord, et en ce moment-là, c'est un peu la mode des trottinettes, du vélo. Qu'est-ce que vous en pensez pour les personnes qui ont une anéridie? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que tout est une histoire de responsabilité et de connaître ses capacités et ses limites. Il faut avoir une idée de sa vision fonctionnelle. Alors, tout dépend bien sûr du lieu où vous le pratiquez, mais quand on voit les trottinettes et quand on les voit dans les couloirs de bus sur Paris ou les nouveaux engins, vous savez, électriques, etc., il est certain qu'en tant qu'ophtalmo, on s'énerve un petit peu parce qu'en plus, il n'existe aucune législation, vous savez, jusqu'à 30 km/h, et qu'on se met en danger sans même s'en rendre compte. Donc, je pense que on ne peut pas tout interdire, et je n'interdis jamais rien d'emblée, mais il faut faire preuve de bon sens, et au moins poser la question à son ophtalmo pour savoir si on se met soi-même et si on met les autres en danger en pratiquant de tels sports. Bon, et le vélo? Le vélo, tout dépend où et comment. Il n'y a pas de raison de ne pas faire de vélo si vous êtes accompagné, si vous n'êtes pas en danger, si vous ne traversez pas une roue à 4 voies sans faire attention. Hein. Et puis vous mettez un casque comme tout le monde quand même. Merci. De rien.